Le 4e jeu vient de se finir sur un suspense haletant. On va voir ça en détail dans la review. Jingle. Salut mes petits tazounés, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Ce second épisode aura tenu toutes ses promesses. On s'attendait à du drama, on s'attendait à des choix impossibles, on s'attendait à des trahisons et on s'attendait également à des fourberies et nous n'avons pas été déçus. Le second épisode, donc Nuit étoilée, qui fait référence au plafond peint du labyrinthe, va se dérouler en intégralité dans un huis clos. Et cinématographiquement parlant, dès lors que vous avez un huis clos, c'est un banger. Parce que vous allez avoir le stress qui monte, les gens ne peuvent pas s'échapper, ou très difficilement, et il va y avoir une tension comme ça qui va monter, vous ajoutez en plus un chronomètre, c'est parfait. Donc le principe du jeu est simple, on a les bleus, les lapins qui sont rentrés dans le labyrinthe quelques minutes avant les rouges. Chaque joueur porte autour de lui une clé, bien évidemment il y a 3 sortes de clés différentes, ça on l'avait pas vu venir dans l'épisode 1, mais finalement ça nous est montré assez rapidement dans l'épisode 2, et là on commence à se dire ça va être la galère, ça va être la très grosse galère, parce qu'il va y avoir un stress supplémentaire qui va monter, et donc le but des joueurs bleus, ça va être soit de se cacher, soit d'échapper aux joueurs rouges en trouvant la dite sortie. Quelques minutes plus tard, les rouges entrent en piste. Et là, c'est la course au gibier, clairement, c'est la chasse à courre. Les rouges vont courir pour rattraper le plus rapidement possible les joueurs bleus, de façon à faire leur kill. Parce que les joueurs rouges, on l'avait compris, ont pour objectif de tuer au moins un bleu pour pouvoir passer le tour suivant. Nous parlions d'instinct de survie dans l'épisode 1, ça n'a jamais été aussi vrai que dans l'épisode 2. On va se retrouver très souvent avec des joueurs bleus qui vont être pris au piège et qui vont vouloir vendre chèrement leur peau et jouer le coup à fond, quitte à se battre au corps à corps avec quelqu'un qui a un poignard. Alors, je vais pas vous raconter chaque duel, hein, je veux dire, c'est pas le but de vous refaire tout l'épisode comme ça. Mais il y a certaines choses, j'ai préféré axer cette review-là sur un élément qui est plutôt intéressant, je trouve, à analyser, et au travers donc d'un procédé littéraire particulier. Connaissez-vous le fusil de Tchekhov ? Anton Tchekhov est un dramaturge russe qui, dans l'une de ses scènes, dans l'une de ses pièces, disait la chose suivante. Si dans l'acte 1, vous montrez un fusil accroché au mur, il faudra que ce fusil serve dans l'acte 2 ou dans l'acte 3, sinon il n'a rien à faire là. C'est exactement ce qui se passe à 2 reprises dans cet épisode, et le premier exemple va avoir lieu au tout début de l'épisode, lorsque le numéro 124 va utiliser des pilules pour se donner un peu plus de force et de courage. Ces mêmes pilules vont être réutilisées par le numéro 125, celui qui est juste après, donc dans l'ordre, pour assassiner la numéro 44, la chamane, avec des hallucinations en pensant assassiner 124. Le second fusil de Tchekhov va être la barrette de la mère, le numéro 149, que l'on va voir au tout début, en disant voilà, qu'on avait vu déjà à l'épisode 1, qu'on avait vu même dans la saison 2, et qui va être utilisé cette fois-là, et de façon, j'allais dire, très poétique. Parce que cette barrette-là va servir, on le voit, à couper le cordon ombilical du bébé, puis à tuer le numéro 7, le joueur numéro 7. Ce qui veut dire que, symboliquement parlant, ce couteau a à la fois donné la vie et en a pris une également. Je vous en parlais dans mes théories à la fin de l'épisode 1. Je pensais qu'il allait y avoir des joueurs rouges qui devront se transcender pour aller tuer quelqu'un. Et là, ça a été le cas avec le numéro 125. D'autres joueurs qui ne parviendront pas à tuer quelqu'un, et on a eu le cas avec le numéro 7. Et d'autres également qui vont se dire mais attends, j'ai tué le mien, ok, je pourrais m'arrêter. Mais si je tue d'autres bleus, ça va éliminer d'office d'autres rouges, donc je fais coup double. Eh ben bingo mon gars, plein dans le mille, l'autre psychopathe, il a dit tiens ben allez, vas-y, on va les tuer et on gagnera coup double. Et là où ça devient pervers, c'est que le numéro 333, le youtubeur, lui, il est rentré dans le jeu
Enfin, il est rentré dans le jeu. Il est rentré dans ce jeu-là, dans cette folie meurtrière, par appât du gain, tout simplement. Et comme on dit souvent, à force de vouloir trop gagner, on finit par y perdre. Et le numéro 333 va éliminer le joueur bleu de trop. En poignardant dans le dos le numéro 120, le numéro 333, alors ok, a éliminé 2 concurrents directs, mais c'est lui-même condamné à la vindicte de sa copine, la numéro 222. Le numéro 120, la numéro 120, c'est une véritable tragédie finalement, parce que dans cet épisode-là, elle a passé tout l'épisode à prendre soin de ses 2 collègues, de ses 2 amis, à les sauver. À 2 reprises, elle leur a sauvé la mise. Elle a même réussi à trouver la sortie. Elle avait les 3 clés, elle a ouvert la porte, elle avait un pied prêt à sortir. Elle aurait pu gagner, elle aurait pu se sauver. Et finalement, elle va mourir. Au niveau de la mise en scène, je regretterais simplement qu'on n'ait pas pris un peu plus de temps à faire ressentir les émotions du numéro 120 lorsqu'elle tient le bébé dans ses bras, parce que c'était quelque chose de très important pour elle, on le savait. Et puis d'une façon globale, sur la saison 2 et la saison 3, je vois pas en quoi le fait qu'elle soit transgenre ait apporté quelque chose, finalement. Si ce n'est de dire c'était la plus vertueuse, la plus courageuse que d'autres hommes. Et on le voit d'ailleurs dans cet épisode-là, lorsqu'elle vient de tuer le 2e mec, il y a un autre rouge qui arrive devant la porte, ils se font face, et le mec rouge dit non c'est bon, je mange pas de ce pain-là, je vais pas tester parce que je suis certaine de perdre. Voilà, alors quoi, est-ce que c'était pour dire que elle est courageuse, elle est forte? Moi, tu m'as pas raconté d'histoire. Tu vois, chez toutes les autres joueuses, tu aurais eu une autre femme un peu leader, un peu charismatique. J'aurais dit bon, ok, ça se tient quelque part. Mais là, le problème, c'est qu'en donnant aux femmes des caractères faibles, des caractères fragiles, tu ne fais que pointer du doigt le fait que le numéro 120, qui lui est transgenre, ne doit sa force qu'au fait qu'il était un homme avant. Tu vois le problème? Donc, ils ont voulu faire quelque chose, et au final, ils ont fait tout l'inverse. C'est dommage pour ça. J'ai rien contre, ça m'a pas sorti du truc, si tu veux. Je trouve que c'était assez... Ça aurait pu être mieux écrit. Voilà, ça aurait clairement pu être beaucoup mieux écrit. On n'en a pas trop appris sur ce personnage-là. C'est un peu dommage. Mais ça aurait pu lui donner un peu plus de volume, un peu plus de relief. On en arrive enfin à la traque, au duel au soleil sous une nuit étoilée, entre le 456 et le numéro 388, qui pendant tout l'épisode vont se courir l'un après l'autre et vouloir échapper à l'autre, pour finalement se retrouver tout à la fin de l'épisode. On voit à de nombreuses reprises que le numéro 456 se moque de tuer un bleu, se moque de se qualifier pour passer. Il n'a qu'un objectif en tête, c'est d'aller trouver le numéro 388. Il est complètement obstiné par cet objectif-là et n'est d'autant plus pas stressé de ne tuer personne qu'il a envie de mourir quoi qu'il arrive. Mais il veut mettre un point d'honneur à tuer 388 avant de mourir. Le problème, c'est que une fois 388 mort, eh bien, il ne va pas mieux, ça ne le soulage pas. Parce qu'il a entendu de la bouche même de 388, qu'il l'a raisonné juste avant de se battre, que c'est de sa faute. C'est entièrement de sa faute. Il a cherché un prétexte pour échapper à la réalité. Non. Le 388 lui a remis la réalité dans la gueule, comme ça. Et lorsqu'il tue 388, c'est un aveu d'échec absolu, car il devient de fait meurtrier actif individuel pour la première fois. C'est-à-dire que pour la première fois, il porte seul la responsabilité de la mort de quelqu'un. Souvenez-vous, dans la saison 1, lors de l'épreuve du tir à la corde, il tue toute l'équipe adverse, mais de façon collective. Également, lors du jeu de billes, c'est par l'abandon de son adversaire qu'il peut passer le tour suivant. Quant à la finale, eh bien c'est le suicide de son ami d'enfance qui lui permet de remporter le jeu.
Philosophiquement parlant, on peut y voir également l'exemple de la citation de Jean-Jacques Rousseau « On jouit moins de ce que l'on obtient, de ce que l'on espère ». Sous-entendu, le fantasme est toujours plus excitant que la réalité. De fait, eh bien, tout s'écroule autour de lui puisqu'il était rentré à l'origine dans ce jeu pour essayer de sauver un maximum de monde. Au final, il a initié une rébellion qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et il vient de tuer une autre personne de ses mains. Un dernier mot concernant la relation entre la mère et son fils et le numéro 222 qui a accouché. Alors, ça va être très dur pour elle maintenant parce qu'elle a son gamin. Est-ce qu'elle va devoir aller dans les jeux avec lui? Est-ce que elle a une fracture de la cheville? Ça va devenir très compliqué pour elle. Et on est arrivé au moment auquel je m'attendais, c'est-à-dire que le numéro 7 n'ayant tué personne, eh bien c'est la mère qui allait se sacrifier pour sauver son fils. Et là j'ai été moi-même surpris, j'ai dit, oh dinguerie, de voir que non, le fils ne refusait de tuer sa mère et se disait ben, je vais aller tuer l'autre, tant pis, même si elle vient de donner la vie. Et au final, c'est la mère qui va tuer son fils pour protéger le numéro 222. Alors pourquoi est-ce qu'elle le tue? Bien évidemment parce qu'elle ne veut pas que son fils devienne un assassin de cette façon-là. Quand je dis elle le tue métaphoriquement parlant, parce qu'elle l'empêche simplement de tuer 222. Techniquement, c'est le soldat rose qui va tuer numéro 7. Mais t'as compris, c'est la même chose, hein, on en revient au même. Et je crois même qu'à la fin, elle aurait peut-être même préféré le tuer elle-même de ses mains, plutôt que de le voir se faire abattre sous ses yeux. Bref, un épisode vraiment très passionnant, très dur à regarder également, parce que on est pris carrément dedans, on est dans le labyrinthe avec des joueurs. On assiste à la cruauté et à l'esprit animal de chaque joueur qui veut survivre en tuant. Comme je le pensais, ils doivent être plus qu'une vingtaine maintenant. J'ai pas fait le compte, mais tiens d'ailleurs, très ironiquement, c'est le seul joueur à avoir trouvé la sortie, c'est le numéro 100. Alors par la ruse, bien évidemment, puisqu'il a enfermé le numéro 44 juste derrière lui. Mais lui, on sent bien que dès lors qu'il s'agit de survivre, il est là. On va voir ce qui va se passer à présent. Le 5e jeu devrait être celui, on l'a vu dans les reviews de la corde à sauter, à présent. Et puis il y aura la grande finale juste après. On va voir. J'ai pas regardé combien il y avait d'épisodes. Je me laisse un peu la surprise. Mais je suis très hypé pour voir la suite. Ça part très bien, cette saison 3. Vous vous abonnez à la chaîne si vous souhaitez visionner toutes les reviews de la saison 3, voir également les reviews de la saison 2 si vous souhaitez revenir un peu en arrière et vous rafraîchir la mémoire. Un pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié le boulot, si vous avez apprécié également le format de la review. Dites-moi en commentaire si vous seriez arrêté de tuer des joueurs bleus après avoir tué le premier, ou si vous auriez continué également comme le 124. Quant à nous, on se dit à très vite pour du nouveau contenu. Ciao!